Vraiment très content que vous soyez nombreux aujourd'hui pour cette première, qui ne sera certainement pas une dernière. Et vous verrez, on vous demandera votre avis sur comment vous avez vécu cet après-midi. On est content parce qu'on a vraiment réussi pour cette première à rassembler un panel d'intervenants experts, certains que vous connaissez puisqu'ils sont aussi enseignants à l'école, d'autres qui viennent différents partenaires qui nous ont aidés à organiser cette journée, donc l'association Fier d'être développeur, le magazine Programmé, le groupe de développement Ad.net, donc qui sont des gens qui sont très très reconnus dans leur communauté et qui vont et que vraiment remercie M. Salin et moi-même et toute l'école de venir prendre de leur temps comme ça pour partager leur expertise et essayer du coup, et peut-être leur prise de recul, ils vont vous parler de leur parcours, de partager tout ça avec vous donc sur cet après-midi qui va être très riche. Donc je vais leur passer rapidement la parole. En fin de session, c'est la fin de cette première session, on vous expliquera comment se passe la suite. Vous aurez un cocktail à chaque pause. Ils auront des petits stands, vous pourrez bien les rencontrer si vous êtes intéressé par leurs associations, leurs magazines ou autres. On a un petit panneau là où vous pourrez poser des questions, vous pourrez donner votre avis sur cette première. C'est comme je vous dis, c'est une première pour nous, pour l'école. Donc on espère que ça va devenir, enfin on est sûr même d'ailleurs quasi, mais que ça va devenir un événement maintenant annuel, ce Développeur Day de l'ESGI est vraiment le moment fort de la communauté, on va dire, des développeurs de l'école, donc entreprises partenaires, on a quelques-unes aussi dans la salle, enseignants, experts, voilà, équipe pédagogique. Voilà, et donc on a fait un programme déjà cet après-midi, j'espère qu'il vous plaira, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Je laisse la parole à notre équipe d'intervenants et donc qui vont se présenter et puis qui vont démarrer ce premier thème sur le métier de développeur, donc, qui est organisé par l'association Fier d'être développeur. Merci Emmanuel. Oui, on va faire un petit tour. Merci d'accueillir dans notre école. On va faire un petit tour de table rapide. Je me présente. Donc Nicolas André. Donc, j'ai à peu près 15 ans que je suis dans le secteur de l'IT, passé par le domaine du service. J'ai fondé le service il y a 7 ans. Et là, je suis justement retourné l'envie du développement parce qu'elle m'a donné envie de reprendre en fait le projet pour pouvoir me lancer dans l'édition logicielle aujourd'hui avec mon associé Pierre Tenet. Pierre transition. Pierre Tenet, moi ça fait 10 ans que je développe. J'ai cofondé aussi deux boîtes, un éditeur et une boîte de services, ces deux qui voilà. Et donc j'ai fait plein de trucs, j'ai fait aussi bien les aspects management que du dev, autre chose, et journaliste qui m'a jamais intéressé, c'est de développer. Enfin, autre chose, il faut le faire, c'est alimentaire, c'est bien, mais c'est moins amusant. Et donc voilà, donc effectivement, on crée une société d'édition logicielle, donc un SaaS avec Nicolas. Bonjour, Daniel Fuenteverdi. Donc moi je suis dans le métier du développement, je suis un peu le doyen ici. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis sur ce métier-là. J'ai un peu quitté les environnements de développement parce qu'aujourd'hui j'ai créé une société et donc j'en ai la direction. J'ai un peu moins de temps de développer moi-même, mais je reste totalement passionné par ce métier au point d'avoir cofondé l'association Fier d'être développeur avec un certain nombre de gens qui sont dans ce métier depuis longtemps et qui veulent le promouvoir, dont notamment Nicolas et Pierre, même si on ne travaille pas du tout sur les mêmes technologies, puisque je suis dans le monde Java, nous on est dans le monde .NET. On s'est dit qu'on avait finalement beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous opposaient, et on a créé l'association Fier d'être développeur pour ça, pour rassembler tous les gens qui ont la passion de ce métier, qui pensent que c'est un vrai métier à part entière, on va vous en parler un peu plus, et voilà, de faire connaître ce métier, de développer les filières, et on est arrivé très vite à la conclusion que ça démarrait dès l'école. C'est pour ça qu'on est là et qu'on veut absolument que les étudiants puissent savoir quel est ce métier et puissent s'y orienter s'ils pensent que c'est quelque chose qui les intéresse, parce que c'est quelque chose dans lequel on peut faire carrière, on pense, longtemps, et on doit en tout cas continuer de susciter ces vocations et de les encourager, de les valoriser. Je vais passer la parole à Louis, je connais bien par exemple. Bonjour, donc je m'appelle Louis Carvalho, moi
Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je fais du développement, principalement dans les techniques de Microsoft. J'ai fait un petit peu tout, tous les types de métiers qu'on peut faire autour du développement. Et je suis comme les autres, fondamentalement. Moi, le seul truc qui m'amuse réellement, c'est de faire du dev, c'est de créer des choses, c'est de produire des choses. C'est-à-dire que moi, je suis venu initialement au monde du développement à la base par la musique. Et j'ai trouvé dans le développement une manière de créer des choses, en fait, de la même manière qu'on crée la musique. Et ça m'a jamais quitté, en fait. Du coup, je suis resté dans le soft. Et ça fait 15 ans que ça dure. Et j'organise aussi pas mal d'événements, donc des rencontres de développeurs tous les mois avec l'association Hack.net, que ce soit une association, c'est un groupe. Et puis je participe à pas mal de conférences aussi, parce que c'est important d'échanger avec les autres, d'aller voir les autres, d'aller écouter les autres, d'aller écouter des gens plus vieux, plus d'expérience, et parce que ça fait partie du métier d'échanger. C'est Nicolas qui va commencer par nous parler un petit peu du métier. Bien. Alors, je vais vous faire une petite présentation. On va avoir un long temps qui sera interactif. On va vous laisser la parole et vous pourrez poser autant de questions que vous voulez. La présentation que je vais vous faire, c'est des questions. Donc, c'est une présentation que je donne depuis longtemps dans des écoles, notamment des écoles. On me demandait de faire cette présentation dans des écoles généralistes. Il y avait des options informatiques en dernière année. Et c'était pour attirer justement les étudiants dans la filière plutôt informatique et pas dans certaines écoles, ça allait de l'environnement, de façon nucléaire. Donc déjà, bonne nouvelle, là, vous avez choisi déjà une école d'informatique, donc je vais vous dire que vous avez fait le bon choix. Et donc j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous expliquer pourquoi le métier de développeur c'est un super métier. Alors, donc c'est le plus... on va rendre des élèves de noblesse, on va parler du beau métier de développeur. Alors tout d'abord, parce qu'il est au cœur de toutes les autres activités. Parce que des fois, on se dit, voilà, quand on est étudiant, on fait des choix. Et on se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je n'aurais pas dû faire chimie? Est-ce que je n'aurais pas dû faire résistance des matériaux? Est-ce que je n'aurais pas dû faire de la thermodynamique? On pose des tas de questions quand on a un profil scientifique. Et puis, déjà, dites-vous que voilà, l'informatique, c'est dans tout le département, le secteur IT, dans toutes les autres activités, la finance, la logistique, la médecine, les réseaux sociaux, pour trouver l'IT. Et donc on est au cœur de toutes les autres activités. Donc le métier de développeur, déjà, va vous permettre, si vous aviez un doute en disant voilà, la chimie organique m'intéressait, voilà, dans la chimie organique, dans les réseaux chimiques, ils ont besoin d'informaticiens, ils ont besoin de développeurs. Et puis on a atteint un stade aussi où il y a certaines activités humaines, notamment la finance de marché, sans les développeurs, voilà, on a développé des systèmes qui aujourd'hui ne fonctionnent que parce qu'il y a des développeurs derrière. Des systèmes super sécurisés pour éviter par exemple qu'une seule personne dans une banque de finance puisse détourner des milliards. Par exemple, ça c'est impossible parce que nous, les développeurs, on a mis des systèmes de sécurité qui peuvent être enlevés après pour des raisons politiques, mais au moins, on sait que voilà, on peut blinder ça. Ensuite, c'est un secteur, vous allez voir, qui est en progression et innovation permanente. Alors ça, c'est dans tous les métiers, dans tous les secteurs, on va vous vendre que voilà, vous êtes des ingénieurs, vous avez vos compétences, vos connaissances vont évoluer tout le temps. Et par exemple, moi j'ai un de mes meilleurs amis qui a fait de la chimie, des procédés, vraiment très très fort en chimie organique, et aujourd'hui il est responsable d'une unité de production d'ammoniac en dessous de Lyon, à 60 km de Lyon. Et donc, je peux plus trop, lui me dit plus que ses compétences évoluent. Et en tout cas dans l'informatique, dans l'IT, voilà, on est un secteur où ça évolue tout le temps. Et ça évolue tout le temps pour plusieurs raisons. On va dire que c'est pour le progrès. Il y a aussi une raison pour laquelle, on ne s'en rend pas trop, mais c'est pourtant vrai, on est un peu une industrie, je mets des guillemets, c'est pas filmé, c'est un peu une industrie de pirates. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés comme, je ne pas des grosses sociétés américaines, vous voyez, qui drivent les technologies, qui drivent le marché, et puis on se dit elles sont concurrentes, puis des fois elles sont d'accord, elles vont être d'accord sur un standard,
elles vont d'accord sur une technologie, et du coup, tout le marché va s'orienter vers cette nouvelle technologie. Et c'est aussi un peu voilà, on est un marché aussi où les grosses sociétés éditrices mondiales, eh bien, veulent garantir leur pérennité et donc lancent et se mettent d'accord sur des standards. Et au bout du compte, il y a un client qui va devoir changer son système parce que voilà, son OS ou son logiciel n'est plus supporté. On dit voilà, en 2017, il ne sera plus supporté et il faudra avant en changer. Et donc il y a le progrès, effectivement, il y a le progrès. Mais aussi, on a aussi, donc ça vous montre l'influence de notre technologie aujourd'hui, on est au cœur de tous les systèmes. Et bien les acteurs de ce secteur détiennent aussi les clés et enchaînent voilà, les évolutions. Alors il y a le progrès, et puis il y a aussi le fait que c'est une course aussi à la pérennité. Donc c'est un avantage pour moi, pour vous, c'est qu'on est dans un secteur où il y a des gros acteurs qui travaillent pour qu'on ait du boulot. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors, c'est un secteur aussi où tout est possible. Et notamment, donc, d'être le plus jeune milliardaire à 23 ans. Donc déjà, je fais un test et dans cette salle, qui a vu le film de Social Network? On va lever la main. Ah, ça c'est rassurant. Donc, parce que c'est un film fondateur, il faut vraiment le voir. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le télécharger légalement sur une plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on y voit dans ce film? On y voit une chose très importante. Pour ceux qui l'ont vu, alors on voit plein de choses. Il y a des belles images de bateaux, mais c'est pas ça. Il y a aussi le système, on voit que Mark Zuckerberg, c'est un étudiant dans une école, comme vous. C'est un développeur. C'est un développeur, il sait développer. Après, on voit dans le film qu'il aime ça, parce que voilà, il passe par des phases où il passe ses journées, il aime ça, il sait développer. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce film? On voit que, au départ, il se lance dans le développement d'un prototype de comparateur des étudiants de son école, un petit peu par vengeance personnelle. Mais ensuite, on voit que, eh bien, il est approché par deux personnes qui ont une superbe idée. Un annuaire interconnecté entre les grandes facultés. Et ils cherchent quoi? Ils cherchent en fait un développeur. Parce qu'ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la compétence ou l'envie de le faire. Ils en parlent à Mark Zuckerberg qui, lui, a compris l'idée. Et là, dans le film, on voit qu'il leur pique l'idée. Il leur pique l'idée, pourquoi? Parce que lui est en capacité de le faire. Il a cette capacité d'être développeur. C'est ça aussi que je veux vous parler. Aujourd'hui, la capacité de savoir développer, dans notre société, c'est devenu capital. C'est devenu, il y a juste besoin, tout l'enjeu va se situer entre le clavier et la chaîne, comme on dit, derrière vous. Parce que toute l'infrastructure est là. Une fois que vous avez l'idée, vous savez développer, vous êtes capable de développer votre application mobile, web, et vous pouvez la déployer et la diffuser largement. Et donc, redévelopper un Facebook-like, c'est possible. Alors ensuite, je vais montrer cette petite image aussi. Alors, ça va vous demander beaucoup d'investissement personnel. Alors, pour le coup, c'est vrai que voilà, être un bon développeur, ça prend du temps. Alors, être un développeur, ça prend du temps déjà. Être un bon développeur, ça prend un peu plus de temps. Et puis, il ne faudra pas se décourager. Parce que, autant vous avez beaucoup de chance aujourd'hui, vous arrivez, je vais vous expliquer, vous avez toute l'infrastructure pour pouvoir développer vos idées. Mais c'est aussi compliqué parce qu'il y a énormément d'informations. Vous avez Internet, vous avez beaucoup d'informations, il y a beaucoup de langage, et il faut savoir quel est le bon créneau, par quoi je vais commencer. Donc ça passe aussi justement par l'enseignement, par les intervenants que vous avez dans vos écoles. Et puis, il faudra jouer de ces vagues techniques qui vont arriver. Alors, je prends l'image des vagues techniques comme des vagues sur une plage. Alors, il ne faudra pas avoir le syndrome de celui qui reste, vous savez, sur la plage et qui n'arrive pas à nager parce qu'il se prend des vagues tout le temps, il a du sable plein son maillot de bain.
Il faudra vraiment être dans l'approche du surfeur, tel que vous l'avez dans l'image. C'est quelqu'un qui monte sur sa planche et qui profite de la vague, et qui en fait quelque chose. Alors vous avez même un détail, pour ceux qui connaissent le surf, vous voyez, on voit qu'il a mis la main dans l'eau. Alors c'est l'élégance suprême, c'est pour aller pas trop vite. Donc là, c'est même, vous avez l'élégance de dire, je profite de la vague technologique et en plus, je prends du plaisir, je ralentis, j'explique aux autres ce qui se passe. Et donc je reviens sur le métier de développeur. Alors là, c'est un message important. Donc si vous regardez bien l'image, vous voyez quoi? Vous voyez que le chat, il est très patient. Il sait qu'il va l'avoir la souris. Alors, c'est pour ça que, après vous mettez bien l'image de la souris, ce que vous voulez, mais c'est pour ça qu'il ne faudra pas brûler les étapes. Et je sais que quand on est étudiant, quand on est en dernière année, on commence à parler un peu salaire, on se refait chauffer aussi par ses anciens camarades qui ont fait une école de chimie, par exemple, ou d'autres, en disant tu commences à combien? Donc là, ça se joue à quelques kilos euros, vous voyez. Et puis, on se dit, non, mais vous avez encore, malheureusement en France, on a encore ce système, on dit, voilà, il ne faudra pas être développeur trop longtemps, parce que développeur, ça ne paye pas. Rappelez-vous Martin Firmax. Il n'a même pas fini ses études, il n'est jamais rentré dans une société. Donc en fait, le travail de développeur, il faudra être patient. Ça va vous prendre des mois et des années pour apprendre votre métier. Alors bien sûr, c'est un métier passionnant, c'est un métier créatif. Donc, voilà, on est capable de créer vraiment en quelques heures, en quelques jours, on est capable de diffuser vraiment des logiciels. Donc il faudra prendre le temps d'apprendre et pas brûler les étapes. Donc ne pas vous laisser embarquer par des discours en disant voilà, si dans 2 ans tu n'es pas chef de projet, tu as raté ta carrière. Pareil avec une histoire de Rolex à 50 ans, à un moment donné, il faut apprendre son métier, et parce que c'est la base vous comprendrez assez rapidement que dans tous les organismes, dans toutes les sociétés, eh bien c'est les développeurs qui ont mis en place le système qui prennent la décision. Et ça, je m'en suis aperçu, moi, quand j'ai travaillé en banque d'investissement. Voilà, vous voyez, il y a des systèmes ultra complexes qui gèrent des millions. Et ben, qui prend les décisions? C'était la quinzaine de développeurs qui étaient là depuis une vingtaine d'années. C'est eux qui ont mis le système en place, c'est eux qui faisaient les choix, qui disaient on passe en prod, on passe pas en prod. Ce n'étaient pas les managers. Donc, apprenez, restez patient, ne brûlez pas les étapes, apprenez ce beau métier. Et c'est derrière, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, du management, du marketing, du commercial. Montez votre boîte, en montez-vous. Vous allez pouvoir faire tous les métiers que vous voulez parce que vous allez maîtriser le développement qui est une compétence d'avenir, puisque, voilà, comme vous avez compris que dans notre société digitale, la capacité de développement, c'est aujourd'hui très, très recherché. Donc, je vais passer la parole à Daniel. Merci Nicolas. Combien d'entre vous sont convaincus déjà par le discours de Nicolas sur le rôle très particulier du métier de développeur? Vous pouvez lever la main si vous pensez qu'effectivement on a une opportunité unique avec le métier de développement. Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est déjà certaines choses se passent. Parce que nous on est très convaincus, mais on n'est pas forcément complètement neutre. On est dans ce métier depuis un certain nombre de choses. Mais on pense effectivement que le métier de développeur, c'est quelque chose d'abord d'unique, parce qu'effectivement, il y a une double dimension. Des choses que je trouve vraiment uniques personnellement, c'est à la fois cette dimension créatrice et scientifique. Il y a des métiers qui sont très créatifs, si vous prenez les métiers artistiques, il y a beaucoup de création, pas forcément besoin d'avoir une dimension scientifique très forte. Dans l'informatique, il y a quand même des éléments très scientifiques. À un moment donné, si ce que vous faites n'est pas cohérent, par exemple, ça ne complique pas, ça ne tourne pas, ça ne marche pas. Donc il y a une double dimension qui est à la fois créatrice et scientifique, que je trouve personnellement assez intéressante, et encore plus intéressante quand on doit construire des programmes d'une certaine envergure à plusieurs, parce qu'en plus il y a la dynamique d'équipe, qui moi est un élément personnel qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai fondé une entreprise qui fait du développement, et même si je ne suis plus aujourd'hui dans les outils de développement de manière directe, j'adore animer tout ce qui est création de produits. On est en train de lancer un nouveau produit au niveau de notre société. Toute cette phase où on est en train de fédérer des gens, justement technique, design, vision marché, pour faire en sorte que tout le monde crée et mette la dimension de création technique au service d'un besoin, c'est extrêmement passionnant. Et le tout avec une approche qui doit être scientifique, qui doit fonctionner.
Voilà. Donc nous, on est assez convaincus de ça. On espère vous faire passer un petit peu ces éléments-là, vous convaincre que vous avez aussi choisi une filière qui est intéressante et qui est porteuse, parce que, comme le disait Nicolas, dans tous les métiers, il y a de l'informatique, et c'est vrai partout, jusque dans les voitures, dans tous les éléments, voilà, il y a de l'informatique qui est encapsulée quelque part, qui est embarquée et qui fera souvent la différenciation même sur le métier de base. Si vous voyez, moi je prends des exemples aussi des fois dans des métiers où on se dit tiens finalement où est-ce qu'est l'informatique. Prenez la banque. Les banques elles sont assez, moi je trouve, elles mettent beaucoup de temps à changer, il y a beaucoup d'inertie, c'est des métiers réglementés. Si vous regardez, il y a certaines banques plus innovantes qui ont démarré avec des systèmes très en ligne et vous vous rendez compte que ces banques ont souvent des propositions de valeur pour les clients qui sont très marquées, qui sont assez fortes, avec moins de frais. Pourquoi? Parce qu'elles ont justement tout basé sur des systèmes informatiques et un peu moins sur des systèmes ancestraux. Et il y a des vrais moyens de créer de la différenciation par l'informatique et c'est vrai dans tous les métiers. Alors, une fois qu'on est convaincu de ça, on se dit, bon, bah, finalement, c'est relativement évident pour nous qui sommes un petit peu de la partie, mais c'est loin d'être évident pour tout le monde. Et on est confronté particulièrement en France à un problème culturel, qui est que culturellement, en France, la reconnaissance passe par la hiérarchie. Ça vient de très loin, ça vient d'un certain nombre on va dire, d'éléments culturels qui fait que bah, si on veut évoluer dans la société, si on va avoir un poste, si on va être reconnu, même demain vous allez à une soirée mondaine, vous êtes un quadra, vous n'y êtes pas encore, mais moi j'y suis, vous discutez, vous dites je développe, bah, vous regardez, tiens, quelqu'un qui a un peu raté sa vie, visiblement il n'a pas bien évolué, alors que nous on pense que ça peut être un choix, ça peut être un métier qui est très valorisant. Et on a souhaité, en créant Fier d'être développeur, avec un certain nombre de gens expérimentés de ce métier-là, changer ça, y compris pour les gens qui ne sont pas développeurs, c'est-à-dire faire comprendre, non pas que développeur c'est le seul métier du monde ou qu'il est plus beau et qu'il ne peut pas y avoir d'autres filières, mais dire on peut avoir fait ce choix, c'est un choix qui est valorisant, c'est un métier qui est intéressant, qui a ses propres vertus, et quand on en a les capacités et l'intérêt, ben, c'est un choix, on n'est pas forcé d'évoluer sur ce métier-là uniquement par la hiérarchie ou en gérant des milliers de personnes. Ce problème-là, on ne l'a pas dans les pays anglo-saxons, parce que dans les pays anglo-saxons, dans les sociétés notamment de technologie, vous avez des gens qui vont se retrouver à des mêmes niveaux de salaire s'ils sont un super expert technique du développement que s'ils gèrent une équipe de 3000 personnes qui va gérer des produits. C'est le cas par exemple chez Microsoft où j'ai travaillé un paquet d'années. Vous avez des gens qui sont au même niveau, à la fois hiérarchique et salarial, dans des modes assez différents. Il y en a un qui est très expert de technologie très complexe, qui connaît beaucoup de choses, puis il y en a un autre qui manage des groupes compliqués. Et donc c'est juste simplement deux filières différentes. Le management c'est bien aussi, moi j'aime faire ça, mais voilà, c'est juste deux besoins différents. Et on souhaite qu'au niveau de la France, les gens prennent conscience de ça, on souhaite changer ça. C'est vraiment ça la mission de Fier d'être développeur. On en discutait tout à l'heure un petit peu avec Rui, c'est pas quelque chose qu'on va changer du jour au lendemain, parce qu'il y a des éléments culturels. On voudrait justement le transmettre à votre génération, c'est votre génération qui va amener ça, et c'est pour ça qu'on intervient beaucoup avec les écoles. C'est une mission qu'on s'est donnée sur plusieurs années, probablement au moins une dizaine, pour essayer voilà, d'inverser cette logique culturelle et faire en sorte qu'on reconnaisse ce métier. Et on espère y arriver progressivement et aussi grâce au fait que le monde s'internationalise et donc de toute façon les échanges ont lieu et certaines choses qui passent dans d'autres cultures vont forcément atteindre y compris les cultures françaises et européennes. Alors qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'association? Concrètement, on essaye de rassembler. Le premier problème qu'on a c'est déjà d'avoir des gens qui soient d'accord avec le message. Être d'accord, c'est adhérer à ces éléments-là, donc voilà, partager la vision du métier de développeur et de se dire que c'est un métier intéressant. Un élément important dans l'axe de rassemblement, c'est d'éviter les querelles de chapelle. Donc, dans le développement, vous savez qu'il y a différentes technologies. Moi, je suis plutôt de l'univers Microsoft, Pierre et Nicolas sont plutôt de l'univers Java, Rui est plutôt dans l'univers Microsoft, on a des gens dans l'univers PHP. Dans l'association, on a parmi les fondateurs le fondateur de PCsoft, qui édite un outil de développement qui s'appelle WinDev. Pour nous, ce qui est important, c'est que c'est des gens qui partagent cet aspect créatif et voilà, on pense qu'on a beaucoup de valeurs qui nous unissent au-delà des technologies. Parmi les autres silos qu'on veut casser, il y a des gens qui ont fait le choix de travailler dans des sociétés de services, de se mettre au service de clients. Il y a des gens qui créent des logiciels dans l'édition de logiciels, il y a des gens qui travaillent pour des entreprises d'un secteur, des gens qui sont dans des startups. Peu nous importe du moment qu'ils partagent, je dirais, cette mission de développement, on pense que c'est important. Tout à l'heure, Nicolas vous a présenté, on peut gagner beaucoup d'argent en faisant du développement. Ou à l'inverse, on peut mettre ce savoir-faire au service d'une dimension sociale. Voire on peut faire les deux. Bill Gates, il a d'abord créé son entreprise avec les moyens qu'il s'est donnés finalement. Il en a légué assez peu, entre guillemets, à sa famille. Il a préféré mettre le paquet. Aujourd'hui, il se consacre complètement à des missions humanitaires. C'est des choix qu'on peut faire. Ce qui est important, c'est que vous avez un énorme levier avec le développement.
Et nous, ce qu'on veut faire au niveau de l'association, c'est faire en sorte que, indépendamment de la façon dont on l'utilise, indépendamment du secteur dans lequel on est, bah, se dire, voilà, on adhère à ça, on adhère à cette association, on a un t-shirt qui permet de s'afficher, de reconnaître qu'on aime ce métier. C'est pas, je suis fier, je suis le meilleur. Il y a des gens qui travaillent à ça. Oui, je vous expliquerai un tout petit peu ce qu'il fait au niveau de Software Craftsmanship. Une association pour les développeurs pour être le plus à jour possible, mieux au niveau des méthodes. Mais nous, c'est pas de dire on est le meilleur, c'est vraiment de dire on aime ce métier, on l'a choisi. On crée un certain nombre d'événements. On en a fait un fin septembre à l'EPITA et avec le fondateur de l'école 42 pour expliquer un petit peu ce qu'on a dit là aussi, essayer de communiquer ces différentes choses. On a un blog qui s'appelle fierdesdeveloppeurs.org sur lequel on fait de l'animation éditoriale. On partage des expériences, on interviewe des développeurs régulièrement et des développeuses. Ça aussi, c'est un axe qu'on voudrait avoir plus. On voit que la parité homme-femme dans ce métier n'est pas complètement respectée. On a encore une petite marge de progression. On en a quelques-unes ici. Et puis, on a des sociétés qui s'associent à ça. Évidemment, on a la société Softfluent, mais il y en a plein d'autres qui se sont associés. On a une dizaine de partenaires. Avec l'idée, par contre, que ce n'est pas d'aller vendre aux gens qui sont à l'association, c'est plutôt simplement de se dire on adhère aux valeurs et on a quand même un certain nombre de pratiques de respect du métier de développeur dans notre entreprise et on veut les afficher. Voilà, on a quelques partenariats institutionnels, il faut savoir, juste 2 secondes pendant que ce sont des partenariats institutionnels, il y a des associations par métier, par exemple l'ADES c'est l'association des éditeurs de logiciels, le Syntex c'est plus les sociétés de services, le CEL c'est les éditeurs de jeux, le MUNSI c'est les informaticiens, pas seulement développeurs, on a une association avec des éléments en face. Donc on essaye aussi de développer le maillage avec d'autres associations qui ont des valeurs communes. Tu peux ? Ouais. Voilà, alors on a communiqué lors de notre événement qu'on avait ce nombre faramineux d'adhésions. Alors en fait, juste pour la petite anecdote, on est quand même des informaticiens, il faut savoir que c'est en binaire en fait, hein, donc on n'a pas tout à fait encore 100 millions au sens décimal. Mais le truc extraordinaire, c'est qu'on n'a pas triché, c'était exactement ce qui s'est passé le jour où on a fait l'événement, donc c'était assez rigolo d'arriver avec 256 adhésions. Donc pour une première année, c'est un début, on pense qu'on peut faire beaucoup plus, il y a un potentiel de marché plus grand. Et puis on a pour le coup en décimale une dizaine de sociétés parrains, voilà, et des membres bienfaiteurs, voilà ici par exemple les parrains qui se sont associés. Ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'on a d'une part des sociétés dont le business model est différent, dont les technologies sont différentes, et qui sont des sociétés où, a priori, ne serait-ce que par leur démarche, le développeur est plutôt reconnu. Et en général, de manière très claire, hein, c'est des sociétés dans lesquelles il y a des gens dans des positions de décision assez fortes qui font la promotion du métier de développeur et où effectivement il y a moyen d'évoluer. Voilà, c'est le point commun. Quelles sont les actions qu'on fait au niveau de l'association ? On a une action avant toute communication, hein, puisque notre objectif c'est quand même un message, c'est de changer les cultures, donc on essaie de faire pas mal de choses. On a plutôt pas mal réussi pour un début, parce qu'on a fait très vite, lorsqu'on a lancé le blog, on a fait 10 000 vues en 3 jours, on a bénéficié de l'appui de Microsoft, du TechDesk, donc ça nous a clairement beaucoup aidé. On a eu pas mal de communication au moment aussi du lancement de l'école 42, parce qu'on allait bien dans le message justement sur les métiers du développement, et j'ai été personnellement invité sur BFM TV à parler de ça avec Nicolas Sadirac, plus Jacques 300, une personne qui est dans le recrutement de profil développeur. On a fait un événement au mois de septembre à l'EPITA. D'ailleurs, sur le blog, vous pouvez retrouver la vidéo de la table ronde qui parle de ça, qui fait aussi la connexion avec l'entrepreneuriat. Donc voilà, on a fait pas mal de choses. On a créé un espace communautaire, c'est tout récent, mais on est encore en train de travailler dessus, de l'affiner avec Nicolas, pour créer un forum, pour que les gens proposent leurs idées. On doit encore progresser énormément dans les modes d'action, et ce qu'on voudrait surtout, c'est que tous les membres soient participants dans ces actions et les prennent. On interviewe des gens, je vous en ai parlé. On est en train de créer des événements en région. On en a un le 4 février à Lyon. On a 2 sponsors à Nantes et à Nice qui sont demandeurs, donc on va essayer de les soutenir pour créer des liens. On a aussi un sponsor à Toulouse qui veut faire le lien avec une autre association locale. Donc voilà, on a un certain nombre de choses pour essayer de démultiplier. On fait des présentations dans les écoles dès qu'on nous en donne l'opportunité, c'est typiquement le cas aujourd'hui. Et puis on s'est rendu compte en menant le débat en fait qu'un autre axe de communication et qui nous semble porté par tous les gens de l'association, c'est de se dire que finalement on pense que enseigner le code à l'école, y compris dans les petites classes, alors ça peut prendre une mesure plus ou moins grande, mais que tout le monde sache un tout petit peu ce que c'est que coder, les fait une fois dans sa vie, ça nous semble important. Alors attention, on ne veut pas dire que tout le monde doit devenir développeur, c'est pas ça le message, il y a d'autres métiers, c'est pas c'est le seul métier, c'est le plus beau, je suis meilleur que les autres, non.
c'est tout le monde doit comprendre ce que c'est que le code. Quand quelque chose bouge sur un ordinateur, qu'il se passe quelque chose, c'est pas des petits lutins qui courent, il y a à un moment donné quelqu'un qui l'a programmé, qui a fait en sorte que ça fait ce que vous voulez que ça fasse. Et ça nous semble important que tout le monde comprenne ça, au même titre qu'à un moment donné, quand on apprend les mathématiques, on a les bases pour d'autres sciences, quand on apprend la lecture, on a les bases pour comprendre des livres qui parlent de tous les sujets et d'autres matières. Donc ça nous semble important d'être passé par là. Alors bien sûr, ça suscitera aussi des vocations, mais l'objectif c'est surtout que tout le monde comprenne bien le rôle que ça peut jouer et ce qu'on peut en faire, et le levier que ça constitue pour d'autres métiers. Voilà, et bien sûr, on espère faire beaucoup plus parce que l'association n'a qu'un an d'existence en termes de cotisation. En fait, on a lancé les éléments il y a 2 ans, mais on n'avait même pas créé l'association en réalité, donc le temps de faire un certain nombre de démarches, de s'aligner. On a un an d'existence et on est dans une année où on essaie maintenant de monter en puissance, et cette année, on va communiquer un peu plus fortement. Parce qu'avec les parrains et finalement les adhésions, on a un petit peu d'argent en réserve. On va essayer de mettre un petit peu le paquet cette année pour grossir et pour surtout rassembler. Notre enjeu, c'est d'avoir un maximum d'adhérents. Donc n'hésitez pas à le faire vous-même, à en parler autour de vous. Plus on aura d'adhérents, plus on sera fort, plus on pourra promouvoir ce métier. Et voilà, l'association, pour 16 €, vous donne déjà un t-shirt, vous permet de participer au forum et vous permet de relayer ce métier. La valeur de ce métier, on pense que le retour sur investissement à long terme, voilà, de la promotion de ce métier sera pour tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être je passe la parole un petit peu à Rui. Je voudrais que tu nous dises un petit peu comment toi tu vois aussi ton métier de développeur et comment tu essayes de l'améliorer au travers du software craftsmanship. Merci. Alors, bon, j'espère que vous êtes tous convaincus que le métier de développeur, c'est un beau métier et qu'on peut faire plein de choses avec. Fier d'être développeur, je pense que c'est un bon outil de communication. Maintenant, vous êtes tous convaincus, maintenant il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. D'accord? Et donc, il y a un mouvement qui s'appelle le software craftsmanship, qui est là pour ça, en fait, pour vous accompagner, pour vous aider. C'est pas une association, c'est un mouvement, d'accord? C'est une école de pensée, appelez-le comme vous voulez, il n'y a pas de, de structure derrière tout ça. C'est un mouvement, d'accord? C'est comme l'agilité, c'est-à-dire l'agilité, on défend les valeurs agiles, parce qu'on pense que c'est des bonnes manières de travailler, d'accord? Et il y a un certain nombre de personnes qui défendent ces idées-là, d'accord? Et c'est des gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a tout un tas de personnes connues et reconnues qui sont des gens avec un très fort niveau d'expérience qui partagent ça et qui partagent ces valeurs-là. Et c'est ce qu'on essaie au travers software craftsmanship. Donc ça veut dire que ce qu'on défend, ce qu'on essaie de se défendre à travers ça, c'est d'essayer de défendre l'artisanat logiciel. L'artisanat logiciel, ça ne veut pas dire qu'on est contre le fait d'avoir de l'automatisation, d'avoir des factories, des choses qui automatisent un certain nombre de choses, ni même qu'on est contre les grandes entreprises, contre les grosses sociétés d'édition, contre les grosses sociétés de services. Non, le fait, c'est juste de dire que, comme n'importe quel artisan, on débute en bas en tant qu'apprenti et qu'on va apprendre un métier tout au long de sa vie. C'est-à-dire que être développeur, c'est quelque chose qui se fait, c'est un parcours qui se fait tout au long de son parcours de vie, de toutes ces années de pratique de métier. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand vous sortez de l'école, vous ne savez rien. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on peut vous dire, vous arrivez, vous êtes un petit peu nu. D'accord? C'est-à-dire que votre expérience, vous allez la forger sur le terrain, par la pratique. Ce qu'on vous donne à l'école, ça doit être les meilleures clés pour comprendre les choses, pour comprendre le monde tel qu'il est, et pour vous donner tout un tas d'informations qui vont vous permettre de pouvoir continuer à apprendre. D'accord? C'est-à-dire que le premier, la chose, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est le fait de se dire que vous ne savez pas des choses. Et juste le fait de se dire « je sais que je ne sais pas », ça me permet d'aller plus loin et d'apprendre des choses. En fait. D'accord? Donc tout ça, il y a un manifeste autour du software craftsmanship qui est pas très éloigné du manifeste agile, qui pratique, enfin, vous êtes tous plus ou moins en entreprise, qui est dans des équipes ou dans des groupes qui pratiquent plus ou moins l'agilité. D'accord? Il y a du chemin à faire, donc. Il y a du chemin à faire. Donc,
donc, tout ça pour dire que ce qu'on veut, c'est progresser. Donc, on commence en tant qu'apprenti, et puis après, on va devenir praticien, et puis après, on peut devenir peut-être, après quelques années, maître. Et c'est un peu cet état d'esprit-là. Et donc, ça veut dire qu'on va apprendre en continu, on va partager avec les autres, on va former les autres, on va échanger, on va... vous voyez bien qu'un artisan, il va commencer jeune à apprendre son métier en tant qu'apprenti avec quelqu'un de plus expérimenté qui va lui montrer des choses. Et puis au bout d'un certain temps, il va être autonome, il va pouvoir faire les choses par lui-même. Et puis après, il va pouvoir aller voir d'autres gens plus expérimentés et échanger avec eux sur les meilleures pratiques de leur métier. Et ils vont pouvoir continuer à échanger avec ça. Et donc c'est un métier qui, en permanence, on va progresser, on va apprendre des choses. Donc tout ça, avec le manifeste, ça nous donne des clés. C'est-à-dire qu'on doit faire un certain nombre de choses pour progresser, pour essayer d'apprendre en permanence. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas faire juste des logiciels opérationnels, on veut que ce soit des logiciels qui soient bien conçus. C'est-à-dire que la qualité du code, c'est quelque chose qui doit nous importer. On ne doit pas juste livrer quelque chose et après c'est bon, c'est fini. On doit essayer de livrer quelque chose de qualité. On doit être capable de s'adapter au changement, d'accord? Parce qu'on se rend bien compte que si on n'est pas capable de s'adapter au changement, on aura des problèmes parce que c'est ça la vie en fait. Concrètement, essayer de prévoir les choses sur 1 an, 2 ans ou même 6 mois, c'est juste pas possible dans la réalité. Vous vous rendez bien compte dans vos projets qu'il y a toujours des décalages, des nouvelles demandes, les choses ne se passent pas bien comme prévu. Donc il faut être capable de s'adapter au changement. Ça fait partie du métier. D'accord? Et non seulement on doit être capable de s'adapter au changement, mais on doit être capable, sur chaque itération, d'apporter de la valeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses juste parce qu'elles doivent être faites. Il faut faire les choses parce qu'elles apportent de la valeur, parce que ça sert à quelque chose. Il ne faut pas juste interagir avec les autres, d'accord, mais il faut faire partie d'une communauté de professionnels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de gens qui font le métier de développeur tout seul dans leur coin. C'est-à-dire que vous avez appris des choses à l'école, vous entrez dans l'entreprise, et puis après, vous échangez plus du tout sur la technique. C'est-à-dire que je connais énormément de gens comme ça. C'est-à-dire qu'on fait son métier, on fait son travail, mais à aucun moment on va échanger sur la technique avec ses pairs. Et donc du coup, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire échanger de manière et collaborer avec les autres, c'est-à-dire participer à des conférences, lire des articles, échanger avec les autres, discuter sur Internet. Aujourd'hui, il y a tous les outils pour ça. Donc il faut essayer de le faire au mieux. Il ne faut pas juste collaborer avec les clients, mais il faut essayer de faire ça de manière à ce que ce soit un partenariat productif. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste discuter avec le client, vous allez essayer de travailler ensemble à produire quelque chose. Parce que finalement, ce soft, si le client il vous dit juste il faudra me faire ça, puis que vous arrivez 6 mois après en disant voilà, j'ai fait ça, il y a un moment donné, ça ne va pas coller. Parce que lui, il n'aura pas participé au développement. Donc il faut faire un partenariat productif. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que dans le software craftsmanship et dans l'artisanat logiciel en général, il y a un certain nombre de valeurs. Tout ça, c'est pour essayer de s'améliorer en continu parce que ça fait partie du métier. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier statique. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un métier dans lequel vous allez apprendre en permanence, d'accord? Et pas juste une nouvelle techno. C'est-à-dire que vous allez aussi, à travers les pratiques, à travers ce que vous faites tous les jours, c'est en pratiquant qu'on devient meilleur. D'accord? Et ça fait partie du métier et ça. Je vais m'arrêter là. Merci. Je pense que le mouvement Software Craftsmanship montre bien en fait la passion qu'ont les développeurs pour leur métier, leur envie permanente de s'améliorer. Et pour moi, c'est la meilleure illustration du fait que c'est un métier dans lequel on peut faire carrière. Rui a commencé par dire mais vous sortez d'école, vous ne savez rien. C'est un petit peu abrupt de dire ça à des étudiants, mais je pense que c'est une réalité. Et qu'effectivement, on a tellement à apprendre et on s'en rend tellement compte à mesure qu'on avance que effectivement on peut aller jusqu'à la retraite en apprenant toujours et on peut y faire carrière, donc ça va parfaitement avec le message que nous aussi on va envoyer sur le métier de développeur. Moi je me souviens d'un scientifique qui un jour m'a dit aussi, la connaissance c'est un cône, plus on avance dans le cône, plus on sait de choses, mais en fait plus on se rend compte de ce qu'on ignore. Et je pense que le développement c'est un peu la même chose, plus on avance, finalement on se rend compte de ce qu'on ne sait pas. Et quand vous
vous êtes au début du cône, vous avez l'impression qu'il ne vous manque pas grand-chose, mais en fait, plus vous avancez, plus ça s'élargit et plus vous vous rendez compte en fait, du spectre. Voilà, et du coup, c'est un métier qui est passionnant à cause de ça. C'est un métier sur lequel on a envie de communiquer cette partie-là et cette richesse, et le fait qu'on peut avoir fait ce choix assez clairement. Et je vous propose qu'on passe en mode un petit peu interactif, parce que Pierre va vous montrer après, on terminera sur une vidéo pour se donner un petit peu punch par rapport à ce qui peut se passer, voilà. Légal. Voilà. Et donc, est-ce que ces échanges vous amènent des questions? Pour l'un, l'autre des intervenants ou l'ensemble? Bon, qui veut être développeur déjà? Ça fait plaisir. Ben voilà. Vous avez tout compris. Qui veut être développeur, mais pendant combien de temps? Ah, alors, qui veut être développeur dans 10 ans? Ah, il y a quand même moins de gens. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand? Ouais, je voulais être président, mais bon, malheureusement, c'est mal pareil. Non, non. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez être chef de projet? Ah, c'est vrai, moi, dans mon école, à l'époque, on me disait, voilà, il faut être développeur, 2-3 ans, après, chef de projet. Après, j'ai compris qu'il y avait une autre étape, c'était directeur de projet, en grande classe. Et puis après, ben, c'était pas clair, parce qu'en fait, on devait probablement rester directeur de projet tout le reste, jusqu'à la retraite. En fait, le moins important dans chef de projet, directeur de projet, moi je pense que c'est un très beau métier, il faut des chefs de projet. En fait, il faut faire ça si vous aimez les projets. Le problème, c'est qu'on vous le vend parce que ce que vous entendez, c'est chef ou directeur. Il vient bien de le dire. Et je pense que c'est un très beau métier, c'est très bien, il en faut. C'est juste quelque chose d'assez différent du développeur. Et je pense qu'il faut aimer fondamentalement l'aspect de projet, qui n'est pas du tout la même chose. Et voilà, et si on aime ça, c'est très bien. On aime le manager, c'est très bien. Moi, j'aime ça, il y a de l'humain. Et j'aime le manager des gens techniques, parce que justement, il faut aussi manager des gens techniques. C'est juste un métier différent. Et voilà, il faut savoir ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous exprimerez. Ce qui marche par contre pas du tout, c'est des gens développeurs qui justement sont bons développeurs et que du coup, on force à être manager parce qu'on dit que c'est la seule évolution qu'on peut leur donner. Et souvent, ils sont de très mauvais managers alors qu'ils auraient été d'excellents développeurs seniors et qu'on en a besoin. Ça, c'est par contre très dommage parce qu'on a vraiment besoin de gens qui sont là-dessus. Ouais, sachant que quand vous êtes chef de projet, finalement, vous avez un environnement, un IDE qui est Excel, quand même un bel IDE aussi, hein, avec les nombres des macros, du VB, des fonctions de folie. Bon, ça autocomplète pas tout si bien, tout ça, c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer, à refactorer, tout ça. Mais bon. C'est différent. Mais j'ai donc. Hop. Voilà, alors là, oui. Alors, je peux en parler parce qu'on est dans l'univers de .NET. SharePoint, c'est intéressant parce que SharePoint vous amène des briques fonctionnelles. Mais typiquement, SharePoint va vous amener des choses toutes faites. Donc là, on est dans un univers où souvent, il y a un mix de choses toutes faites et de choses qu'on doit développer. Et d'ailleurs, moi, mon expérience de terrain sur SharePoint, c'est que des fois, ça ne marche pas si bien pour des raisons très simples. C'est que les gens disent je vais prendre SharePoint puis je vais développer dessus par exemple. Souvent en fait il vaut mieux soit prendre ce qu'il y a de base et on est sur un univers où effectivement on va utiliser finalement un produit et le configurer, c'est pas la même chose que de développer. Soit on va l'étendre mais il faut quand même utiliser un minimum les fonctions de base. Et souvent ce qui se passe quand on met ça dans les mains de développeurs, ils ont tendance à tout réinventer et prendre l'outil pas pour ce qu'il sait faire. C'est un peu comme les progiciels. Pour moi SharePoint c'est comme les progiciels, on a un progiciel. Si ça répond à un certain besoin et vous pouvez l'étendre, ça peut être très bien, mais dès lors que vous commencez à vouloir faire quelque chose de très spécifique, finalement vous écartez et vous avez plus de contraintes qu'autre chose. Donc c'est un univers, pourquoi pas, pour des gens qui sont intéressés fonctionnellement par ce qu'apporte SharePoint et ce qu'on peut construire après sur des métiers, il y a des choses très intéressantes. Mais c'est souvent, on se voit bien, d'ailleurs dans notre société on a un peu les deux profils, on a des gens qui font du SharePoint, des gens qui font du développement, donc on développement SharePoint. Et des fois, la frontière, et là, il y a souvent besoin, justement, là, il y a des métiers de chef de projet ou d'aide à maîtrise d'ouvrage qui sont très intéressants pour bien expliquer au client, parce que souvent le client, il a entendu un gros discours marketing, je mets SharePoint, je mets des développeurs, je mets tout ça dans un sac, je secoue et ça va marcher. Ben, ça ne marche pas du tout, si on n'a pas bien compris la place de chaque chose et ce qu'on en fait. Il y a une différence entre le métier de développeur et le métier de configurateur. Et le développeur SharePoint, mettre en place des solutions SharePoint, c'est avant tout configurer des choses. Et ça fait aussi partie de la connaissance qu'on doit continuer à faire, la connaissance qu'on doit maîtriser en fait. Parce qu'on a trop tendance à vouloir
configurer des choses. C'est-à-dire que le développeur aujourd'hui, il veut configurer de plus en plus de choses avec des logiciels, avec des solutions comme SharePoint, avec des super frameworks qui font tout. Et en final, on passe plus de temps à configurer qu'à développer les choses. Donc garder une maîtrise des outils, ça fait partie des choses que le développeur doit connaître. Et donc du coup, juste ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être des métiers qui sont différents. C'est ni moins bien ni mieux, c'est juste des métiers différents. Et en fait, dans beaucoup de cas, il y a des fois des hybrides tout simplement. C'est-à-dire que configurer, c'est quand même moins cher que développer, quand ça correspond bien aux besoins. Et en fait, le gros problème, c'est l'adéquation aux besoins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est clair sur ce qu'on veut faire, eh bien, il y a des solutions toutes faites qui vont bien sur un besoin, et c'est utile d'y aller à partir du moment où ces solutions répondent bien aux besoins et où on sait les étendre. Il y a aussi la problématique, mais pas forcément pour SharePoint, mais pour des logiciels, etc., de la manière dont on peut étendre. Parce que souvent, ces solutions toutes faites ont une contrepartie de coût d'extension, qui fait qu'effectivement, à un moment donné, ça peut même devenir moins cher de tout redévelopper que, mais ça dépend des cas, en fait. Et justement, c'est là que c'est intéressant sur ces métiers, c'est plus on a l'expérience, plus on est capable d'appréhender ça, de le mesurer même à un niveau assez macroscopique, c'est-à-dire avec un niveau d'échange assez haut, on est capable de se rendre compte de quelle est la bonne direction, sans rentrer dans le détail de chaque sous-fonctionnalité. Ouais, juste donc, pour ceux qui ne veulent pas être développeurs dans 10 ans. Ouais, je suis très lent intellectuellement. Là, je viens de réfléchir. Non, Anglo, ce que je pense, c'est que ce que vous n'avez pas envie, c'est de végéter. Personne n'a envie de végéter et de faire tout le temps le même truc. Je pense qu'il y a déjà 50% du problème qui est déjà adressé par le fait que de toute façon, si vous êtes développeur pendant 10 ans, ce que vous ferez dans 10 ans n'a absolument rien à voir avec ce que vous faites maintenant. Déjà parce que les technos ont changé 40 fois, ça c'est clair. Parce que vous aurez aussi probablement pris de la hiérarchie. Parce que je pense que maintenant, bon, vous arrivez quand même à un moment où le mot, par exemple, l'architecte a été créé voilà, il y a 8 ans, voilà, pour créer finalement une équivalence plus ou moins technique à l'évolution de carrière par rapport à chef de projet. Donc quand même voilà, Daniel parlait un peu de Microsoft. Microsoft et toutes les boîtes américaines, ils ont le Technical Fellow, qui est un gars qui gagne très très bien sa vie, qui fait de la technique, qui manage une équipe. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas chef dans son équipe, mais c'est vrai que voilà, il manage quand même son équipe. Pas toujours d'ailleurs, hein, pas tous, mais voilà. Des fois ils sont individuels, mais effectivement, on va dire des petites équipes de toute façon. Et il a le droit de, voilà, et il gagne mieux sa vie, il fait des trucs différents, il fait des trucs intéressants. Le but pour tout, je pense, c'est d'arriver à changer, de faire quelque chose de varié, de s'amuser, de continuer à avoir une activité intellectuelle. Je pense qu'effectivement, voilà, il y a déjà une partie qui est déjà faite, c'est que quand on fait de l'informatique, on va moins se faire chier que la grande majorité des gens. Je pense que par exemple, c'est vrai, voilà, bon, c'est triste, moi j'ai failli aller à Chimie Paris, mais malheureusement, et je dois avouer que bon, c'était le système sur Minitel à l'époque, et bon, on ne peut pas revenir en arrière, ça a fallu faire une liste triée, et puis une fois que ça sélectionnait, bah, soit vous disiez OK, soit vous attendiez pour savoir s'il y avait un truc qui se déloque au-dessus. Bon, il se trouve que moi, ça a mis admis Chimie Paris direct, et là j'ai réalisé, je me suis dit putain, mais pourquoi j'ai mis Chimie Paris dans la liste? Et je venais de m'invalider, même l'ENSER, enfin bon, des écoles d'informatique, tout ça, je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut absolument qu'il y ait une école d'info au-dessus. Moi, au final, c'est la pression qui a révélé le fait que je voulais vraiment faire de l'informatique. Mais voilà, mais globalement, je pense qu'on a déjà fait un bon choix, on fera des trucs quand même relativement variés, ça sera intéressant. Après, effectivement, le fait de rester technique, c'est quelque chose qui est important pour l'association parce que justement, nous, on croit au fait qu'il y a une capacité à développer donc, cette piste de carrière avec des salaires croissants, avec pas de sentiment justement d'arriver à un palier, de devoir faire quelque chose d'autre de très différent. Et avec en plus cet aspect de facilité de passer à l'entrepreneuriat qui est très fort. Déjà par le fait de simplement déjà devenir indépendant, on peut tout à fait devenir indépendant dans le métier, alors que c'est complètement impossible dans la grande majorité des métiers. On peut tout à fait créer une boîte, on peut faire du software, on peut vendre des choses. Et il faut quand même se rappeler un truc, c'est que je croise beaucoup de gens qui ont fait des écoles de commerce et qui disent « Ah, je cherche un développeur, voilà, ce qu'ils veulent, vous associer à 5% de part dans leur truc, tout ça parce qu'ils pensent qu'ils ont une super idée. » Mais c'est l'inverse. Ces mecs-là, ils cherchent, ils trouveront bien quelqu'un d'ailleurs de toute façon qui leur torchera un truc, ça marchera pas, tout ça, voilà. Parce que
plein de gens intelligents ne voudront pas aller s'associer sur une base d'inégalité comme ça avec quelqu'un qui a mené son idée. Les bonnes idées, tout le monde en a. Moi, un jour, il y a un client qui nous a demandé un pricing pour une appli mobile où vous êtes dans la nature, vous êtes en train de faire un trail, et puis vous prenez votre mode caméra, vous regardez une fleur, et le truc qui vous dit ding, c'est une Edelweiss. Et il me dit voilà, je veux l'appli pour 60 000 euros. J'ai dit mais moi, je dépense 60 000 euros si je trouve un gars qui sait m'écrire ça. Parce que je la fous sur le store, et en 4 jours, je suis blindé. Donc il faut arrêter avec ça, c'est aussi une des conséquences de la politique de moins 10 ans permanente dans le métier qui fait qu'on arrive toujours à trouver N développeurs pour moins cher, ailleurs, ou machin, ou trucs. Bref, mais c'est nous qui avons le pouvoir quand même dans cette histoire. C'est nous qui savons faire. Donc il y a un moment, il ne faut pas brader justement cette capacité. Voilà. Je sais pas, j'avais une conclusion, mais je Alors, je voulais vous donner aussi un message, parce que vous êtes une génération, qui fait partie de la génération du Y. Et quand tout à l'heure, oui, a dit, vous ne savez rien à la sortie de l'école. Après, je vous motive un petit peu, parce que par exemple, dans cette salle, il y a peut-être des gens qui sont déjà des très bons développeurs. Justement, moi, le message que je vous donne, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes étudiant. Vous n'avez pas l'impression que vous avez quand même beaucoup de temps. Donc, tout ce temps que vous allez investir sur votre profil, sur vos compétences, il faut le prendre. Parce qu'aujourd'hui, ça s'inverse aussi. Moi, j'ai connu la génération. On arrive sur un marché, on est junior. Junior, on n'a aucune crédibilité. Mais j'ai eu la chance d'arriver dans les années 97-98, et c'était l'arrivée d'Internet dans les entreprises. Les intranets, ce genre de choses. Et on associait en fait la nouveauté de la technologie avec les jeunes. Et donc, les juniors comme moi avaient une certaine crédibilité parce que, allez, c'est des technologies de jeunes. Et aujourd'hui, vous êtes sur un marché aussi où, par exemple, la mobilité, le développement mobile, c'est associé justement à une technologie de jeunes. Donc je vous invite fortement à vous investir dans ces technologies-là, parce que vous n'aurez pas de barrière, entre guillemets, active de crédibilité. Il faut vraiment vous lancer, gagner du temps maintenant. Et nous, on a croisé des profils, et Pierre, de qui je parle, donc c'est les fameuses générations Y, qui moi, quand j'avais 12-13 ans, je faisais du tennis. Voilà. Et il y en a à 12-13 ans, ils font du tennis, mais ici, ils font aussi de l'informatique. Ils développent. Et ça fait que, par exemple, à 20 ans, vous avez déjà 7 ans d'expérience. Et moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer d'embaucher une consultante qui me disait, voilà, mon client me demandait, quelle est sa compétence en intégration web, en CSS, en tout ça. Alors, je lui pose la question, je lui dis, c'est quoi ton niveau? Elle me dit, je suis une experte. Et je lui dis, attention, tu as 22 ans, comment tu peux expliquer ça? Comment je vais pouvoir aller expliquer au client que tu es une experte des CSS? Elle me dit, ça fait 7 ans que j'en fais. Je fais un petit calcul rapide. Donc, je vois qu'elle avait pu commencer à 15 ans. Et je me demande ce qu'elle avait fait à 15 ans. Elle m'a dit, je faisais partie d'une école de musique, et j'ai fait le site web de cette école de musique. Et on a mis en ligne des partitions, et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de techniques, donc on l'a fait avec des CSS, tout ça, et on m'a expliqué très bien, quand on a fait 7 ans de CSS, soit on est expert, soit on n'a rien compris. Et je lui dis, écoute, c'est parfait, tu vas dire ça au client, je pense que la scène s'est reproduite, le client a admis qu'effectivement, c'était une experte. Donc aujourd'hui, la génération Y, effectivement, elle peut partir de très 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 tôt. On va connaître des générations spontanées où il y aura des développeurs, à 20 ans, ça sera déjà la moitié de leur vie qu'ils vont développer, et ils sauront beaucoup de choses. Après, il y aura plein de choses à apprendre, bien sûr, il y a la maturité qui vient, mais voilà, le message que je vous donne aussi, c'est que vous pouvez prendre de l'avance maintenant, tout de suite, là, dès ce soir, où il y a cette discussion dans la salle, il y a déjà des passionnés qui passent des heures devant leur ordinateur, il faut bien prendre conscience que c'est de la compétence que vous donnez pour vous-même. Ça va vous servir très très bientôt dans la vie. Voilà. Effectivement, le temps qu'on consacre à de la valeur, c'est quelque chose que je dis toujours, même aux gens qu'on embauche, c'est votre compétence, on ne peut pas vous l'enlever. Vous faites un choix d'entreprise, tout peut se passer. Dans les grandes entreprises, la politique, les rachats, les machins, vous avez beau avoir un super job, un super salaire, rien n'est figé, vous ne pouvez jamais savoir ce qui va vous arriver. Par contre, ce que vous apprenez, ça, on ne vous l'enlèvera jamais. Si vous changez de job, vous pouvez rebondir ce que vous avez appris. Donc effectivement, ce que vous investissez dans la compétence,
c'est quelque chose qu'on garde et on est sur un métier de compétence et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que vous pourrez toujours rebondir. Pour commenter ce que disait Nicolas sur effectivement les gens qui commencent très jeunes, moi notre associé technique, mon associé technique qui est notre directeur technique, lui il a commencé à l'époque où les micro-ordinateurs venaient à peine de démarrer dans les années 80, donc c'était vraiment le tout début où on commençait à avoir de l'informatique personnelle. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait pas les moyens d'acheter un ordinateur, il allait à la FNAC, il allait à l'étage des bouquins, il regardait le code, des exemples pour apprendre à coder, il notait, et il descendait ensuite à l'étage des ordinateurs et il essayait de faire le code sur les ordinateurs de démonstration. Et il passait ses samedis à faire l'aller-retour entre l'étage des ordinateurs et l'étage des livres pour apprendre à coder. Il faut être sacrément furieux et sacrément passionné, mais il n'empêche que voilà, maintenant, quelqu'un qui a 45 ans et finalement ça fait plus de 30 ans qu'il code et il veut faire que ça, et d'ailleurs voilà, il refuse de manager. Des fois ça nous aiderait parce qu'il est pas bête, mais c'est ce qu'il aime et il n'a pas l'intention de faire autre chose. Ouais, donc c'est pour clore. C'est le social network en version légale. Non, donc là, juste pour finir, donc on va passer une vidéo, c'est un peu pour montrer ce qui se fait dans d'autres pays. Alors, malheureusement, on va nous accuser d'avoir pris un exemple américain, mais c'est vrai que c'est facile, on va dire, parce qu'ils ont un énorme marché informatique, ils ont finalement quasiment un État la Californie, et donc globalement, voilà, eux, ils ont le même problème, enfin ils avaient le même problème, mais pas exactement dans les mêmes termes. Ils ont le problème d'avoir besoin de personnes qui sont brillantes, qui se débrouillent en informatique, mais ils n'ont pas la capacité à former. Ils se rendent compte que voilà, les gens, ça les intéresse moins, ils ont envie de faire d'autres choses, tout ça. Et donc, du salariat, ils ont le même problème, mais vraiment exacerbé. Et donc, d'ailleurs, on peut voir, quand vous voyez le nombre de Français qui sont à Silicon Valley ou autre, je ne vous incite pas à le faire. Mais donc voilà, en tout cas, on peut voir effectivement qu'ils sont vraiment en demande, et donc ils doivent prendre les devants. Et la France, de la même manière, doit prendre aussi les devants, parce que nous, si on n'arrive pas à grandir et autres, ben, globalement, on sera obligé d'envoyer tout le boulot en Inde, ou ainsi de suite. Donc voilà, nous on est très capables, je pense qu'on a un très bon système scolaire, on arrive vraiment à s'en sortir, mais il faut créer justement cette volonté pour les gens de ne pas être juste des utilisateurs de base de X ou X applications, mais qu'ils aient envie réellement de développer des choses. Et les Américains ils ont fait un truc qui est pas mal, via un site que je vous invite à regarder, qui est un peu le même genre de combat justement de faire des développeurs, mais en Amérique, qui s'appelle code.org. Et ils ont fait un certain nombre de films là depuis un an, presque. Et là, c'est une petite vidéo promotionnelle qui montre globalement qu'ils ont réussi à réunir pas mal d'acteurs qui, franchement, n'ont rien à voir avec le milieu de l'informatique, autour de l'idée de dire que c'est un métier top et qu'il faut vraiment que les jeunes qui cherchent un métier, qui réfléchissent, et ben voilà, ils considèrent le fait d'être capable d'aller dans cette direction, et que ça passe aussi via un truc qu'ils appellent l'Hour of Code, où en gros ils ont organisé un truc qui dit il suffit d'une heure juste pour regarder, faire un petit tutoriel, essayer de voir comment on fait une boucle, comment on fait je sais pas, une sortie console, n'importe quoi, et de se dire voilà, au final, ça y est, j'arrive déjà vaguement à comprendre déjà comment ça bouge à l'écran, qu'est-ce qui se passe, comment je dois écrire un programme, qu'est-ce que ça me produit derrière. Et on va dire cette espèce de canevas extraordinairement minimal qui permet déjà de comprendre vaguement quel est le métier de personnes qui développent professionnellement. Allez, explanation. Hi, I'm Leah. And I'm Tanya. And we're lucky enough to be studying computer science. Hi, I'm Tanya. We think it's terrible that 90% of schools don't teach it. They definitely didn't offer it at my high school. So we're trying to make this video to show that anybody can learn. We want to get 10 million students to do the Hour of Code. Hour of Code. Hour of code. The Hour of Code. Hour of code. Hour of Code. Hour of Code. How do you get him to get to the sunflower? He needs to do some actions. I got it. Hey. And then we'll run it and see what happens. Amazing. There we go. You just go to your first program. I wrote it? Yeah.
I thought like code was like FBI hacker symbols and stuff. A little bit of problem solving, a little bit of logic. It's like construction. Programming is a lot easier today. Don't just play on your phone, program. Alright! Awesome. How does someone go about getting a job? Maybe take an online class, find a class at a community college. You can get one of the best paying jobs in the world. Medicine's moving into the whole computer age. Technology touches every part of our life. If you can create technology, you can change the world. So we're excited that you are participating in today's Hour of Code. We just did 2 lines of code. 4 lines. 7 lines. 5 lines. 9 cookies. 5 lines. 60 lines of code. 99 lines. 60 lines. 18 lines of code. 75 lines of code. It doesn't matter how much work. Those are brains. Yeah, program the hour of code. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, everybody in this country should learn how to program a computer. And I just completed the Hour of code. It's actually really easy to learn. Girls should learn this too. Understand that language. That's going to be the future. Anyone can learn computer science. And you can learn too. Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, Bill Gates, all of y'all, I'm learning. Give it a shot. On veut faire des développeurs, on voulait faire une vidéo il y a 1 an. Et là, là le budget là, bien compliqué. On n'a pas réussi à avoir Obama. Ouais, j'ai demandé à François et François est OK. Alors, quand on est arrivé à 15h14, donc voilà, vous voyez que, bon, ils n'ont pas fait ce film pour rien. Barack s'est pas déplacé pour rien. Donc, ça veut vraiment jouer, vous avez vraiment choisi la bonne filière. On partait déjà là, avec ce bon message, vous avez bien choisi la bonne école, la bonne filière. Alors, merci de votre attention. Alors, on a des autocollants gratuits de la société. Vous pouvez venir les chercher. Et puis, on est là pour répondre à vos questions individuelles. Merci. On vous a mis un tableau ici avec 3 belles colonnes dans lesquelles vous allez pouvoir poser des questions peut-être qui seront traitées tout à l'heure dans les autres tables rondes, dire ce que vous avez pensé aussi de cette présentation, donner des idées pour ce qu'on pourrait faire les années à venir. Donc je vous invite tous bien cordialement à prendre des petits post-it, là-bas c'est très moderne, ici c'est très informatique, prendre des petits post-it et nous écrire vos envies, vos questions et tout le reste. Et puis après aller boire, il n'y a pas de champagne, mais il y a